ouais, c'est bien. Eh ben, c'est Super. parfait. Regardez. Merci Bruno d'être Bruno avec qui est nous. nous. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ouais, ça va? Ça va, ça va, j'arrive. J'étais à un tournoi 3 jours au Sénégal, là, à Ok. Dakar. Le maillot derrière toi, c'est un vieux maillot de Newcastle ou c'est quoi? C'est Ginola, ouais. Ah, et le con, il a l'œil ou pas? Non, en plus, c'est un maillot de Newcastle que. C'est les périodes des maillots de Newcastle que j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est Boca derrière? Ouais, c'est Eric Calmé, ça. Pas là, incroyable. En fait, tu régales déjà. ouais, votre bureau, c'est pas un bureau, c'est un musée, j'ai l'impression. Parce que c'est pas mal. Hein. Bon, un petit musée, hein, c'est pas Loulou Nicolas ou Jean-Pierre Caillot. Mais bon. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bruno, merci beaucoup d'être avec nous. Comme je vous disais au téléphone pour préparer ce petit rendez-vous, on voulait parler avec vous du mercato qui va ouvrir officiellement ses portes demain, surtout en France. En Angleterre, ça va être un petit peu plus tard. Pour la Première Ligue, il me semble que c'est aux alentours du 12-14 juin. On voulait avoir vos impressions sur ce mercato avec ce qui se passe en ce moment, ou en tout cas ce qui semble se tramer, notamment par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport aussi à la Première Ligue qui a toujours voilà, une sorte on va dire d'influence sur le marché des transferts. Après, dites-moi si je me trompe. Mais voilà, est-ce que il y a un mercato, ça s'annonce comme un mercato un petit peu particulier ou pas vraiment selon vous cet été? Parce que on recontextualise, on sort d'une saison avec une Coupe du Monde en plein milieu, ce qui avait eu lieu pour la première fois, et puis surtout on est à l'aube d'une saison où il y aura une compétition internationale à la fin, au mois de juin, du 11 juin au 11 juillet pour l'Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne. Du coup, par rapport à tout ce contexte, est-ce que ce mercato peut être particulier ou pourrait être assez spécial? Bon, j'ai envie de dire tous les mercatos sont particuliers. Alors c'est vrai qu'on a vécu une année très particulière avec cette Coupe du Monde au milieu qui a coupé la saison véritablement en deux. Il y a des phénomènes plus liés à un contexte, on va dire, économique, politique, comme vous l'avez signalé, avec maintenant l'intrusion des Saoudiens qui veulent exister et apparaître sur la planète football, mais sur la planète tout court en réalité, puisque bon, on voit bien la dimension politique, soft power qu'il y a derrière. Donc, à la différence des Chinois il y a quelques années, le seul problème des Saoudiens avec leur maxi contrat, c'est que ça ne va pas injecter d'argent dans l'industrie puisque ça ne va que vers les joueurs. Il n'y a pas de transfert. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand il y avait des gros transferts en Chine, il y avait des gros transferts aussi. Ouais, c'était des transferts de club à club. Là, ils prennent plutôt des fins de contrat. Voilà. Donc, ils prennent des joueurs en fin de contrat, des joueurs, alors des très très grands joueurs, mais qui sont quand même véritablement en fin de carrière. Et ils leur offrent des super contrats. Donc, bon, cela étant, le championnat saoudien, c'est un vrai championnat. Ouais. Avec des vrais joueurs, des vrais publics. Ils ont montré à la Coupe du Monde avec leur équipe nationale qu'ils étaient tout à fait au niveau. C'est un vrai championnat. Donc il ne leur reste plus qu'à respecter les contrats et à payer ce qu'ils doivent payer. Mais bon, j'espère que maintenant, avec la volonté qu'ils ont de faire partie du concert international, ils seront obligés de respecter ce à quoi ils se sont engagés. Tu viens de dire ils n'ont plus qu'à payer ce qu'ils doivent payer. Est-ce que tu as déjà eu des exemples de pays ou de clubs qui se sont retrouvés dans des situations où ils ne payaient pas? Par exemple, tu parlais de la Chine ou je ne sais pas. Alors bon, la Chine, c'est beaucoup compliqué les derniers temps, parce que là, il y avait eu des instructions, mais bon, encore une fois, ça provient des abus, et donc forcément... à un certain moment, il y a une gabegie financière. Mais bon, en Arabie Saoudite, je pense même l'équipe s'en est fait l'écho il y a quelques jours. J'ai un confrère qui a fait une affaire il y a plus de 10 ans et qui n'a toujours pas été payé parce que là-bas, au niveau local, ils sont surprotégés et au niveau des instances, ils sont aussi protégés. La FIFA leur permet de faire des délais et d'écouter des mauvais payeurs, quoi. Donc, et bon, il y a nombre de joueurs. C'était on vous rend votre passeport et vous pouvez partir, mais par contre, vous faites une croix sur votre pognon. Ok. Et ça, tu le vois aussi en Europe, sur des gros clubs dont on n'imaginerait pas que ça arrive ou pas? Non. En Europe, en tout cas, bon, sur tout ce qui concerne les joueurs,
globalement, enfin en Europe de l'Ouest, hein. Ouais. En Europe de l'Est, c'est encore c'est autre chose, beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de clubs qui payent pas les joueurs, ou qui les payent avec des grands retards. Ouais. Par contre, alors, au niveau des agents, Ouais, j'allais te ça, demander. on va pas se mentir, là, c'est un désastre. Ah ouais. Parce qu'on est souvent en bagarre sur la réglementation et sur les problèmes. Mais alors, si on doit parler de la ponctualité des paiements et ce à quoi les clubs se sont engagés, alors là, c'est véritablement un désastre. C'est vrai. Ouais, c'est catastrophique. Mais il n'y a pas besoin d'aller loin. Je veux dire, en France, on n'a pas à se plaindre. Mais bon, ne serait-ce qu'en Italie, par exemple, il n'est pas rare d'avoir 1 an de retard de paiement, quoi. Ah Ouais, parce que, alors, c'est ça pour aussi remettre les choses, entre guillemets, dans leur contexte. Un agent est rémunéré, dis-moi si je me trompe, mais à un pourcentage sur le salaire du joueur et touche aussi une commission sur un salaire quand il fait une opération. Cet argent-là vient aussi de la part des clubs. Et donc, du coup, quand toi, tu te déplaces, par exemple, pour faire ton métier, c'est-à-dire aller voir les joueurs que tu as sous contrat, aller négocier avec les clubs. Alors, il y a eu le Covid qui a permis, entre guillemets, d'avoir maintenant des moyens techniques en termes de visio, mais c'est toujours mieux quand on fait une opération pour un transfert, d'aller voir les joueurs, d'aller voir les clubs et d'aller voir les directeurs. Et donc par rapport à ça, c'est aussi, on va dire, des dépenses pour vous, les agents, des dépenses d'avion, d'hôtel, de logistique. Et ça, par exemple, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus simple à organiser. Et quand les agents sont pas rémunérés comme il se doit, forcément, ça vous pénalise, c'est ça ? Clairement. Enfin bon, il y a plusieurs types d'opérations, effectivement. Il y a, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a la représentation du joueur, l'accompagnement, et donc là-dessus, s'il y a une négociation, l'agent sera en général réglé sur la base du contrat du joueur, mais il y a aussi nombre de situations où l'agent va opérer pour le compte d'un club, par exemple, pour amener une transaction intéressante pour un club vendeur, et donc va se faire payer par le club vendeur en fonction du deal qu'il aura ramené. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clubs qui, même avec un mandat écrit en bonne et due forme et signé sans contrainte, les gens respectent pas. Je veux dire, aujourd'hui, on a des situations catastrophiques, que ce soit en Italie, au Portugal, en Grèce. Il y a un nombre de mauvais payeurs, c'est faramineux. Donc, ces phénomènes-là, comment dirais-je, on les trouve beaucoup moins en Europe du Nord, que ce soit donc, avec les Allemands, les Anglais, les Belges, les Hollandais, tout ça, c'est beaucoup plus rigoureux. Et alors, il y a les clubs qui payent pas, et puis il y a des clubs qui sont quand même assez carrés, de ce qu'on s'était dit en préparant cet entretien. Est-ce que tu peux nous citer par exemple quelques clubs qui sont très carrés, il n'y a jamais de retard de paiement, des clubs qui pourraient mériter justement d'être mis en valeur à travers ton expérience ? Non, mais je veux dire, globalement, la Première Ligue, parce qu'ils sont très contrôlés aussi par la Première Ligue, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. En Allemagne, il n'y a aucun souci. Globalement, on est toujours payé en temps en heure. En France, il peut y avoir ici ou là des retards. Par exemple, Angers, ce n'était pas des très bons payeurs. Bon, on peut imaginer que dans le tourniquet où ils étaient, ce n'était pas très surprenant. En Espagne, il y a eu pas mal d'améliorations, il faut reconnaître quand même ces dernières années, parce qu'avant aussi, ils avaient du mal à honorer les contrats. Ouais. Mais bon, tout ce qui va toucher après l'Europe du Sud, dès qu'on descend l'Italie, la Grèce, la Turquie, ça devient rock'n'roll, quoi. Ouais. Par rapport au tu voulais rajouter Non, il y a juste une question dans le chat de Mustapha qui demande s'il y a un tribunal européen qui gère ces litiges. Non, il n'y a pas de tribunal. Enfin, on peut saisir plusieurs juridictions, c'est-à-dire nous en France, par exemple, chaque fois qu'on s'adresse à la Fédération française de football, elle est malheureusement bien incapable de nous aider, bien que en contrepartie, nous, on a beaucoup de contraintes en France, puisqu'il y a une loi qui gouverne l'activité.
Mais bon, la fédération elle est incapable de régler quel que soit le type de différend. Après, c'est les juridictions civiles ou le TAS. Là. On sent de par ta réaction que ça a l'air quand même pas folklorique, j'ai envie de dire, mais compliqué de temps Non, en mais temps, quoi. bon, non, mais quand vous êtes obligé il y a une confiance, il y a une confiance extrêmement limitée dans les institutions. Je veux dire, quand c'est la FIFA qui va juger vos trucs, vous êtes mal barré quand même. Donc, parce que, je veux dire, quand la corruption part de là-bas, c'est difficile qu'on puisse faire confiance à ces gens-là. Clairement. Il y a Jérôme qui te demande comment est-ce que tu es devenu agent. C'était quelque chose que tu voulais faire de base. T'as évolué un peu avant dans le milieu du foot. Comment ça s'est fait? Non, bon, j'étais passionné déjà petit. J'étais pas bon au foot, mais Ouais. j'étais très passionné. Ouais. Et puis, j'ai rencontré un joueur professionnel qui avait joué au PSG et au Matra Racing notamment, qui terminait sa carrière, qui s'appelle Eric Renaud, qui a joué à peu près 300 matchs pour le PSG dans la première partie de sa carrière. Et donc, il terminait sa carrière et il y avait pas mal de jeunes joueurs qui lui demandaient des conseils. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a débuté. Et non, vas-y, excuse-moi. Non, en créant la société. Moi, j'avais travaillé au préalable dans la société Evian, donc, dans la division sport de la société des eaux d'Evian. Et on a démarré comme ça en 88, donc ça fait quelques années. C'est à toi qu'on doit C'était Evian, la pub Zidane? Non, c'était pas moi. Non. Ah, c'était pas toi. Je rigole sur la question. Il n'y a pas de manque de respect, Bruno. Non, mais par rapport à la condition d'agent en France, je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué ces derniers temps. Est-ce que toi, tu trouves que le métier d'agent en France est assez bien estimé, valorisé? Qu'est-ce que tu en penses? Non, globalement, je veux dire, ça fait un peu vieux con de parler comme ça, mais on a beaucoup plus de médiocrité qu'avant sur les dirigeants. Et donc, notre catégorie est tirée vers le bas aussi. Donc, on a beaucoup de médiocrité. On a des gens quasiment de moins en moins qualifiés. Donc, on a de plus en plus souvent le voisin de palier du joueur ou le copain du quartier, quoi. Donc, ou le voyou du quartier, le cas échéant. Donc, mais non, malheureusement, il y a une évolution qui va clairement pas dans le bon sens et qui est relativement inquiétante. Alors bon, ouais, ça fait beaucoup d'années, donc c'est la fin. Ouais. Mais on peut être relativement inquiet de l'évolution, c'est clair. Ça a pu être tendu des fois entre j'ai envie de dire, les agents traditionnels et les nouveaux types d'agents, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de, je veux dire, comment dirais-je, ce distinguo qu'on peut faire entre des vieux agents, des agents expérimentés. Non, il y a juste des gens qui sont dans les bonnes pratiques et il y a des gens qui sont dans les mauvaises pratiques. Donc, c'est pas une question de génération. Je connais des gens, des jeunes qui ont démarré l'activité il n'y a pas longtemps, mais qui sont dans les bonnes pratiques. Ouais. Donc, mais du coup, non, c'est vrai que t'as raison. Ma question était mal posée. Est-ce que tout simplement, entre agents, des fois, ça peut être très tendu. On sait que quand on parle d'argent et surtout sur ce type de montant, l'argent, ça pousse à faire n'importe quoi. Est-ce que des fois, tu as pu te trouver dans certaines situations où tu sentais que c'était tendu? Ah bah, naturellement, mais c'est notre quotidien, parce que aujourd'hui, je veux dire, la Fédération française a licencié environ 600 agents FFF. À côté de ça, ont tenté de s'ajouter un certain nombre d'avocats mandataires sportifs qui avaient vu une opportunité de développer un petit peu leur activité. Et je ne parle pas de tous les margoulins du quartier qui se sont autoproclamés dans la profession et que les clubs, malheureusement, n'ont pas réussi à juguler. Et en général, par faiblesse, par manque de courage, les laissent des fois rentrer dans leur club et puis après, ils ne savent plus comment s'en défaire. Ouais. Tu penses vraiment qu'aussi, en disant ça, que c'est la faute des clubs aussi de ne pas avoir mis le haut là par souci de vouloir conclure certaines affaires, quoi? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est souvent. Alors, ça vient souvent en général par les centres de formation. Ouais.
Et puis c'est là où il y a un manque de courage, parce que, enfin, il y a un manque de courage en même temps, c'est la réelle politique, hein. C'est-à-dire on a un éducateur ou un directeur de centre qui veut pas se faire taper sur les doigts et qui veut pas laisser filer un gars qui pourrait éventuellement avoir une valeur de revente. Eh ben, il va pactiser avec le diable, il laisse rentrer n'importe qui, mais il faut quand même savoir que bah, l'activité, elle est réglementée. Et donc, la loi, c'est qu'effectivement, les clubs ne doivent parler et négocier qu'avec des agents licenciés, quoi. Ouais. Donc, il suffirait de faire juste respecter la loi. Clairement. Il y a Mustapha qui pose une question et je vais reformuler sa question. Il demande, il pense quoi? Qu'est-ce que tu penses des recrutements sur data? Moi, je vais te poser la question dans ce sens-là. Est-ce que la data et l'arrivée de l'utilisation en masse de la data, ça a changé ton métier et le métier d'agent? Disons que, effectivement, aujourd'hui, globalement, tous les clubs y ont recours, alors de façon plus ou moins prononcée, mais c'est vrai que la caricature du gars qui allait envoyer une vidéo comme ça, euh, ça arrivera de moins en moins. Ouais, Parce ouais. que, La cassette, la fameuse cassette. ouais, la cassette, je me souviens de comment c'était, il y avait les deux Brésiliens qui étaient arrivés à Saint-Étienne, on voyait pas bien, Ouais. mais bon, ils les ont embauchés quand même, il y avait Aloisio et je me souviens plus l'autre. Et Alex. Alex. Et Alex, voilà. Donc le mythe. Donc bon, ça, on parle des fois où ça a bien marché, mais on parle pas des fois où ça n'a pas bien marché. Ouais. Et alors, on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça Chris Mavinga, dont tu gères la carrière. Il y a un petit joueur aussi qui a rejoint la MLS là, ces derniers jours. Je connais pas. Est-ce que tu penses aussi que ça peut avoir une influence sur justement ce marché des transferts? Parce que voilà, Léo Messi qui arrive aux États-Unis, est-ce que voilà, tu peux nous dire si ça peut vraiment ramener aussi d'autres joueurs? Parce qu'on a vu l'effet déjà avec la billetterie au niveau des stades aux États-Unis. Est-ce que c'est un mythe de dire que quand un gros joueur arrive dans un championnat, il en ramène d'autres ou pas vraiment? Enfin bon, là, c'est pas un gros joueur, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc ça va avoir un impact médiatique énorme, c'est certain. Maintenant, c'est des gens très cohérents, donc en général, je ne parle pas pour un cas comme Léo Messi, mais sur des joueurs, sur deux bons joueurs qui peuvent renforcer les équipes de leur championnat. Jusqu'à maintenant, ils dépensent de façon assez raisonnée. Ils ont un système presque communiste dans le partage de la rémunération. Au niveau des joueurs, il y a le salary cap. Salary cap, ouais. Quand ils sont arrivés au cap, ils peuvent pas prendre d'autres joueurs. Donc c'est des facteurs très limitants, mais très très limitants. Là, par exemple, Los Angeles Galaxy, où il y a Chris, ils ont eu une amende, donc ils ont moins d'argent à dépenser. Enfin bon, ils sont punis parce que l'année dernière, ils ont dû dépasser. Et donc il faudra que ça évolue un petit peu, ça s'assouplisse. Bon, l'idée de base, on la connaît, c'est comme dans les grands sports américains, les autres, c'est-à-dire qu'il faut équilibrer la compétition, c'est pour ça qu'il y a la draft. Et puis, c'est d'essayer d'avoir justement la compétition la plus disputée possible et qu'on ne sache pas à l'avance qui va gagner. Là-bas, il n'y a pas le PSG qui va finir devant les autres, quoi. Je voulais te demander et te poser la question sur le meilleur transfert, ton meilleur souvenir de transfert, un truc peut-être incongru auquel tu t'attendais pas ou au contraire ça a glissé, et le pire transfert. Je sais pas, je regarde devant, j'essaie de pas trop regarder derrière. Ouais. Tu sais à peu près combien de transferts tu as pu faire dans ta carrière, grosso modo? Je dirais 300 peut-être. Je sais pas. C'est beau. C'est beaucoup, Ouais, c'est pas beau. mal. Hein. Ouais, mais bon, pendant 15 ans, j'étais directeur monde de IMG aussi. Donc, on avait des gros joueurs dans la division. Je veux dire, IMG, il y a 15 ans, c'était stellar aujourd'hui, quoi. C'était la piste aux étoiles. Hein. On avait des joueurs à Real Madrid, au Barça, au Bayern, à la Juve, enfin partout, quoi. Donc, et puis bon, forcément des joueurs importants. Après, non plus mauvais souvenir, on va dire, transfert de Martin Djetou entre Monaco et la Juventus. Et
Et donc, il est recalé à la visite médicale. C'était un gros transfert à l'époque. C'était 100 millions de francs, l'équivalent de 15 millions d'euros d'aujourd'hui. Mais à l'époque, ça représentait quand même un très gros transfert. Et donc, il avait, la Juventus l'avait recalé pour la visite médicale pour un problème au cœur. Comme ils n'étaient pas habitués à avoir des cœurs de joueurs africains, et ils avaient eu peur parce qu'il avait une hypertrophie du cœur, et c'est un problème qu'on retrouve communément souvent sous les joueurs en Afrique de l'Ouest. Ils ont un gros cœur. Ok. Donc ça s'était pas fait. Après, il y a beaucoup de transferts qui se sont bien passés, donc c'est des bons souvenirs. Ouais. C'est des bons souvenirs, même si sur le moment, c'est assez rare qu'on profite du moment, justement, parce que d'abord, on est fatigué nerveusement. On a bien envie que ça se termine, que tout soit bien bouclé, que le joueur il passe sa visite médicale justement sans problème, et qu'il n'y ait pas d'incident de dernière minute, quoi. Ouais. Donc, parce que des fois on se dit ah ouais tiens, j'ai un joueur libre, il y a un club qui le veut, ils vont lui donner un super contrat, génial, ça va être un deal facile, mais bon, ça n'existe pas, ça c'est dans un monde imaginaire. Il n'y a pas un seul dossier qui est super facile. Tu es en train de nous dire qu'à la visite médicale, il devrait aussi checker le cœur des agents, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire, il y a deux trucs qu'il faudrait checker, peut-être le cœur des agents et puis faire l'IRM du cerveau des joueurs. Mais il n'y en aurait plus beaucoup qui signeraient. Bruno, pour terminer, après, on te laissera tranquille. Est-ce que toi, il y a pas un transfert qui te botte ou qui t'intéresse en particulier, mais dont tu as hâte de savoir comment ça va se passer? On parle évidemment, il y a le nouveau coach du Paris Saint-Germain qui est attendu, même si Christophe Galtier n'est pas officiellement encore parti du PSG. Il y a le fameux remplaçant de Benzema au Real Madrid. Il y a le fameux grand joueur qui est attendu à Manchester United parce qu'ils sont en train de tout refaire. Voilà, est-ce que toi, il y a un transfert qui te botte en particulier dans ce contexte-là? Non, enfin, plus près de nous, moi je regarde un peu ce qui se passe au PSG, donc je suis extrêmement inquiet. Quand vous commencez votre recrutement par recruter Ugarte à 60 millions, je suis Sans assez coach. inquiet. Sans coach, bon, on va dire, c'est un détail, mais c'est pas un détail. C'est plus un détail au PSG. Non, mais bon, sans coach, de toute façon, le coach, bon, malgré tout, Oui. quel que soit le coach qui arrive, il avait déjà un effectif en place, des joueurs qui sont déjà là, quoi. Donc, moi, à titre personnel, j'espère que Neymar restera, puisque je vais au parc pour voir Neymar. Ouais. Donc, Mais sur Ugarte, tu dis qu'à ce prix-là, c'est que c'est trop cher. mais tout le monde sait, tous les gens du On est football d'accord. au Portugal, ils rigolent. On Je est veux dire, d'accord. c'est une mascarade, on ne peut pas dépenser cet argent-là sur ce joueur-là, qui Ouais. sera sans doute pas titulaire. Warren Zaïre-Emery, il est supérieur à Ugarte. Ouais. On Donc, partage la même idée sur ça. Non, mais tous les gens du football au Portugal qui sont dans la partie, ils vous diront la même chose. Ouais. Donc, et eux, ils l'ont vu toute l'année. Donc, on ne dit pas que c'est un mauvais joueur, Mm. mais 60 millions, c'est pas une paille, quoi. Ouais, c'est clair. Et je ne parle pas du salaire. C'est Ouais. le prix Première Ligue. Et encore. Et encore, ouais. Hein. Non, mais là aussi, ça prend un virage extrêmement inquiétant, parce que on ne peut pas s'empêcher de penser que, effectivement, les prix sont gonflés par certains phénomènes. Et je veux dire, bon, si Enzo Fernandez c'est 120 millions, un vrai bon joueur, c'est combien, quoi? Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Eh ben, ce sera à surveiller tout ça. Ouais, je te jure. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous. Merci encore Merci, d'avoir Bruno. répondu présent et de nous avoir aiguillés sur ce prochain mercato. Bon mercato à vous. Et puis j'espère à bientôt. Et attention au cœur. Hein. Au revoir. Ouais. Attention au cœur. Bruno.